Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Nous le savons, toute société a besoin de se structurer autour d'une organisation des places, des rôles et des pouvoirs, selon un ordre qui devient pour beaucoup une évidence dont le questionnement apparaît comme dangereux. Pourtant, la distribution des rôles n'a cessé d'évoluer au fil du temps. Les cultures ne cessent de changer de certitude, nous dit mon invité Boris Cyrulnik dans son livre Le laboureur et les mangeurs de vent, liberté intérieure et confortable servitude. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à considérer l'ordre en place comme indépassable, à accepter l'inégalité des places comme une évidence et parfois même à cautionner la catégorisation des individus? Quels sont les risques d'une soumission a priori et pourquoi certains développent-ils une réelle autonomie de la pensée tandis que d'autres restent figés dans des certitudes en tenant la pensée dominante pour vérité? Faut-il douter pour évoluer? Et si oui, quelles en sont les conditions? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, que j'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui dans Jusqu'à nouvel ordre. Bonjour Boris. Bonjour. Alors Boris, vous parlez dans votre livre de prescription culturelle pour expliquer les rôles sociaux auxquels nous pouvons nous sentir assignés. En quoi et comment sommes-nous modelés par ces prescriptions culturelles ? Personne, aucun être humain ne peut vivre en dehors de sa culture. La culture est un ensemble de prescriptions comportementales, d'éthos, de hiérarchie des valeurs qu'on peut accepter ou discuter. Cette hiérarchie, l'environnement passe son temps à changer, nous-mêmes, on passe notre temps à changer, le climat passe son temps à changer. Comment voulez-vous que les règles d'obéissance ne changent pas? Le problème, c'est que sans obéissance, on est dans le chaos, dans le conflit de chacun contre chacun, puisque chacun aura ses pulsions à satisfaire. Donc sans obéissance, on est sûr de la guerre de tous contre tous, mais avec l'obéissance, c'est une partie de l'expression de notre personnalité qui est étouffée. Pour vivre ensemble, je ne peux pas tout me permettre, mais si l'obéissance se transforme en empêchement, c'est ma personnalité qui est complètement écrasée. Donc on a un choix difficile, on a 2 dangers. Le premier danger, c'est de ne pas obéir, et le deuxième danger, c'est d'obéir. Voilà, on va se débrouiller avec ça. D'accord, pas facile. Alors peut-être que vous pouvez nous donner un exemple justement de rôle social auquel on peut être assigné à partir de prescriptions culturelles. Ah ben, alors, par exemple, on va prendre l'exemple de l'école, où à l'école, je ne peux pas parler pendant que le professeur fait son cours, sinon j'abîme la classe entière et tous mes petits camarades de classe n'apprendront rien parce que je parle. J'ai envie de parler, je cède à ma pulsion, j'entrave le développement des autres. Le deuxième exemple, c'est bien sûr l'adolescence, la sexualité, le mariage, jusqu'à maintenant, jusqu'à ces 2 dernières générations, ne servaient que à faire du social, sûrement pas à faire de l'affectif, et encore moins à faire du plaisir sexuel. C'était, non seulement ça n'était pas pensé, mais c'était pensé comme une honte. Je me rappelle, quand j'ai commencé à réfléchir à ces questions, je me rappelle de publications, de grands noms de la psychanalyse qui disaient « Une femme qui bouge pendant l'acte d'amour est une femme de mauvaise vie ».
Ah oui. Donc, et c'était la sexualité, le sexe n'avait aucune fonction affective et encore moins de plaisir. C'était même considéré comme indécent. Le plaisir sexuel était indécent. Mm. Le sexe ne servait que à faire du sacré, mettre au monde une âme pour adorer Dieu, et du social, mettre au monde un garçon de préférence à une fille pour faire la guerre et pour travailler 15 heures par jour au fond des mines. Le plaisir sexuel, l'affectivité, n'est pensé que depuis 50 ans. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Ça Bien sûr. existait. Je le souhaite, je le pense. Ça a existé, mais ce n'était pas une valeur culturelle. C'est-à-dire que ça arrivait de surcroît. Ah ben zut alors, ça alors, on a du plaisir à faire l'amour. Ah ben ça arrivait de surcroît. Alors que maintenant, quand ça n'arrive pas, c'est une revendication. Mm. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche plus? Donc on a changé complètement d'éthos et maintenant le sexe sert de moins en moins à faire du sacré, puisque le mariage est en train de chuter très rapidement. Il y a plus maintenant que les homosexuels et les curés qui réclament le mariage. Les hétérosexuels, ils se paxent, ils s'entendent bien, ils restent ensemble un an ou deux. Et maintenant, ce qu'on voit apparaître, c'est même des couples qui se forment pour le week-end ou pour la quinzaine. Je juge pas, mais on fait pas du social avec ça. On fait une aventure affective, on fait une aventure sexuelle, pourquoi pas, mais on fait pas du social. On fait pas de la famille avec ça. Donc, ça confirme l'idée que je vous proposais, qu'il y a deux dangers. Le danger, c'est de ne pas obéir, et le deuxième danger, c'est d'obéir. Donc, le sexe change étonnamment de fonction Mm. et de signification morale selon le contexte, selon la personne, bien sûr, puisqu'il y a des gens qui considèrent que le sexe n'a aucune entrave morale. Les pères incestueux, les violeurs, considèrent que le sexe, ça n'a il n'y a aucun interdit dans la sexualité. On se soumet à la pulsion, on obéit à sa pulsion, et en revanche, on n'obéit pas du tout à la règle sociale qui dit je ne peux pas tout me permettre, et surtout un père, parfois une mère, c'est plus rare mais ça existe, un parent se permet tout parce qu'il a une pulsion sexuelle et qu'il ne se représente pas que pour l'autre, c'est un trauma. Donc c'est un arrêt de l'empathie, c'est une forme de perversion qu'on voit se développer rapidement et de manière stupéfiante dans notre culture. Mm. Oui, donc on le voit, on a changé d'éthos et du coup les rôles sociaux, notamment par rapport au mariage, ce que vous évoquiez précédemment, et par rapport à la sexualité, du coup, ont évolué de ce fait. Ouais. D'accord. Alors, je le rappelais en introduction, l'ordre établi institue des places, des rôles et des pouvoirs, mais surtout ce qui le caractérise, c'est deux choses. Un, qu'il introduit en général une inégalité des places, et deux, la grande difficulté à le questionner. Alors, qu'est-ce qui fait selon vous que ceux qui ont la place la moins favorable finissent souvent par l'accepter et parfois même vont même jusqu'à la légitimer si on prend le sexe faible par rapport au sexe fort, notamment hein, pendant des années et des années, effectivement, bah, ça semblait tout à fait normal. Donc voilà, qu'est-ce qui fait selon vous qu'on arrive même à légitimer finalement la place qu'on a, même quand elle est moins favorable? Eh bien, c'est le contexte affectif, écologique, social, qui attribue une signification à un comportement. Quand, à l'origine de l'humanité, Monsieur et Madame Sapiens, il y a 300 000 ans, vivaient dans des petits groupes de 30, 40 adolescents, puisqu'il n'y a pas de squelette âgé de plus de 30 ans. Donc, on mourait, hommes et femmes, on mourait extrêmement jeunes, et la sexualité n'avait pas besoin d'être codée. Les femmes étaient généralement enceintes dès l'âge de 14 ans, 13-14 ans, et elles mouraient à 30 ans. Euh, ap- Après quelques grossesses, comme elles allaitaient, ces grossesses étaient espacées puisqu'elles allaitaient généralement jusqu'à ce que le bébé ait 3-4 ans, donc ça permettait d'espacer les grossesses. Et dans ce contexte-là,
on n'avait pas, la sexualité n'était pas très codifiée, notamment, on n'avait pas besoin de père. La notion de père n'avait pas de sens puisque le groupe entier s'occupait du bébé qui arrivait. D'accord. Alors, après quelques grossesses, j'imagine beaucoup d'avortements, mais quand même quelques bébés qui arrivaient à se développer et dont le groupe entier s'occupait. La notion de père n'était pas pensée, et peut-être même la notion d'inceste n'était pas pensée, puisqu'on savait, on n'avait pas besoin de la notion de père. Donc, si un homme de 25 ans s'accouplait avec une jeune fille de 13-14 ans qui était peut-être sa fille, on ne le savait pas, Hmm. on ne savait pas que c'était sa fille, il ne savait pas que c'était sa fille, il n'y avait pas d'interdit possible, il n'y avait pas d'inhibition possible, donc il n'y avait pas de crime possible dans ce contexte-là. Dès l'instant où il a fallu fabriquer du social, le sexe, comme je vous le proposais tout à l'heure, le sexe a servi à fabriquer du social. Tu ne peux pas tout te permettre, tu dois contrôler ta pulsion. Pour ça, il faut qu'il y ait des règles culturelles. Tu peux exprimer ton désir, mais pas n'importe comment. Tu dois tenir compte de la personnalité de l'autre. Et de toute façon, il y a des lois sociales non écrites. C'est très récent que l'inceste soit écrit. Jusqu'à maintenant, c'était pas écrit, c'était D'accord. interdit. C'était dit, c'est un crime, mais c'était pas écrit. En revanche, quand ça arrivait, il y avait des cultures qui étaient d'une immense cruauté pour les pères incestueux. Il fallait leur arracher le foie, il fallait leur Oh, ouvrir le ventre, enfin, et c'était des joyeusetés qui fait que les juges, eux non plus, ne se mettaient pas à la place de l'autre, et puis comme c'était un crime majeur, eh ben, ils s'autorisaient une torture majeure. Or maintenant, le surnombre fait que une partie de la population continue à respecter les interdits, ce qui permet de fabriquer du social et ce qui permet de fabriquer des relations dans la famille. Mais une autre partie de la population échappe à ces interdits, soit par des troubles du développement, il n'y a pas de famille, ou la famille est tellement diluée que les jeunes se développent sans entendre d'interdit, ou alors s'ils entendent l'interdit, n'en tiennent pas compte, puisqu'ils ne sont pas socialisés, ou parce qu'ils aiment transgresser, comme on le voit avec ces garçons beaucoup plus que des filles, qui aiment transgresser l'interdit. Si c'est interdit, pour eux, c'est presque une forme d'érotisme. La violence devient pour eux une forme d'érotisme. hmm. Et neurobiologiquement, on sait qu'en effet, la violence, le stress augmente les substances du stress, le cortisol, les catécholamines. Le cortisol, euh, qui abîme le cerveau, en même temps a un effet euphorisant. Et surtout, après un stress, le cortisol a stimulé un noyau du cerveau qu'on voit fonctionner dans ces cas-là, qui sécrète beaucoup de dopamine, qui est un neuromédiateur. Et quand le stress est associé à la dopamine, ça fabrique des endorphines, c'est-à-dire des morphines naturelles sécrétées par notre corps, ce qui explique que cette violence stupide et dangereuse et d'une bêtise stupéfiante provoque une euphorie étonnamment durable. Quand les garçons, il y a des filles, mais encore une fois beaucoup moins que des garçons, mais il y a des filles, ces garçons-là, après une bagarre d'une violence incroyable et stupide, sont euphoriques pendant au moins une semaine, le temps que l'endorphine se dégrade. On a un mélange, comme toujours, de composantes organiques, biologiques, et de composantes socio-culturelles, sauf que là, le plaisir physique consiste à transgresser, se battre, bagarrer, affronter les flics, voler, faire un hold-up. ok. Et vous parlez en même temps de confortable servitude. Donc, si j'en reviens à ma question, effectivement, qu'est-ce qui fait que finalement certains se soumettent alors qu'ils ont une place moins favorable? En quoi finalement la servitude ou une sensation de servitude peut-elle être confortable? Parce que lorsque on a commencé à fabriquer du social, c'était la violence qui fabriquait du social. Quand l'espèce humaine a failli disparaître, il a fallu inventer le silex taillé et il a fallu inventer des hommes, parfois des femmes, pour enfoncer le silex dans un mammouth. On a retrouvé un silex dans le cœur d'un mammouth. C'est un, j'imagine,
un petit bonhomme, Néandertal ou Sapiens, a dû se mettre, comme pour les éléphants d'Hannibal, il a dû se glisser entre les pattes du mammouth et lui enfoncer un pieu dans le cœur. Hmm. Les pygmées font des chasses aux éléphants. Les pygmées, ils sont 1,50 m. Ils font des chasses aux éléphants. C'est-à-dire que ces petits bonshommes sont d'un courage stupéfiant. Ils font des pièges, ou alors quand il s'agit de chevaux qu'on mangeait, ou d'antilopes, le groupe entier chasse, fait tomber les antilopes dans des ravins et on descend dans le ravin pour abattre les antilopes blessées et pour les manger. C'est la violence qui a fait la première survie de la condition humaine, c'est la violence. Et les hommes sont plus doués pour la violence que les femmes. On le voit actuellement dans la violence physique. Il y a des femmes dans la violence physique. Hmm. Hmm. À en accompagner, elles sont impressionnantes, mais statistiquement, populationnellement, il y en a beaucoup moins que d'hommes. Dans la délinquance, dans les prisons, il y a 4% de femmes. Dans la violence conjugale, il y a 15% de femmes. Dans la violence sexuelle, je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5% de femmes. Dans la violence routière, il y a beaucoup moins de femmes. Donc les femmes sont moins douées pour la violence que les hommes, et la violence a eu une fonction adaptative. D'accord. C'est-à-dire qu'il fallait être violent pour ne pas mourir. Pour ne pas que l'espèce humaine ne meure pas, il fallait donner la mort à des animaux bien plus forts physiquement que nous. Donc la force et la violence ont été des valeurs créatrices de société et les femmes étaient moins douées. Donc elles sont devenues deuxième sexe. Hein, c'est les femmes elles-mêmes qui le disent. Hein, c'est Hmm. de Beauvoir. Les femmes sont devenues deuxième sexe. Et pendant très longtemps, quand j'étais gamin, j'ai connu deux guerres, la guerre de 40 et la guerre d'Algérie. Et on préparait les femmes, les mères, préparer les petits garçons, les entraîner à la violence. Un petit garçon qui ne se battait pas à l'école ou dans la rue, c'était la honte de sa mère, je l'ai entendu, tuer une femmelette. Hmm. C'est-à-dire que les femmes, comme la violence était une valeur adaptative, les femmes participaient à la violence et reconnaissaient qu'elles étaient moins violentes que les hommes. Il y a des civilisations entières qui ont été faites sur la violence des garçons. Les Scythes, les Spartiates, bien sûr, Rome, un homme qui était amoureux était ridiculisé parce que s'il était amoureux, il voulait vivre avec sa femme, donc il était moins disponible pour l'armée. Les Spartiates, l'éducation des garçons était une torture incroyable pour les rendre violents et ça marchait. Et Ouais. ça a duré. Vous êtes la première fois où, dans l'histoire de la France, il y a deux générations sans guerre à la maison. Absolument, ouais. Et c'est ce qui explique, selon vous, que du coup, les femmes, si on prend cet exemple, hein, on pourra en prendre d'autres, bien entendu, du coup, se sont soumises et continuent à se soumettre finalement à un rôle de second plan par rapport aux hommes? Alors moi, j'aurais pas employé le mot soumise. J'aurais employé le mot elles se sont adaptées. Oui. Parce que soumission, là aussi, il y a une érotisation de la part des hommes qui soumettent leurs femmes et parfois de la part des femmes qui aiment la soumission. Ça peut vous paraître étonnant, mais si vous ne me croyez pas, lisez un très beau roman qui s'appelle Histoire d'eau. Hmm. Et il y en a d'autres, hein, et même quand j'étais praticien, j'étais étonné euh, de la fréquence avec laquelle des femmes m'expliquaient qu'elles aimaient qu'un homme soit. Alors, il y a une composante culturelle énorme, hein, Alors, si on revient à l'adaptation justement des femmes à ce second rôle, effectivement, pour reprendre parce votre que, terme d'adaptation. voilà, parce que quand les hommes faisaient la guerre, quand les hommes vivaient dans la violence, la plupart des hommes mouraient dans le pu. Les Oui. femmes mouraient dans le sang des couches, les hommes mouraient dans le pu des bagarres et des blessures, et les enfants mouraient dans la diarrhée des toxicoses, des déshydratations. C'est-à-dire, et ça a duré jusqu'à la fin 19e siècle. Or là, vous êtes la première ou la deuxième génération chez qui la violence n'est que destruction. Mais c'est destruction parce que la culture a changé. Oui. La culture aujourd'hui considère que la violence des hommes, donc, est une destruction familiale, une destruction des femmes, une destruction des enfants et une destruction des hommes entre eux. Mais vous voyez que les événements récents contestent ce que je viens de vous dire. Hmm. Mais pour reprendre la notion de violence
valeurs adaptatives et pourquoi les femmes se sont adaptées, non pas en se soumettant, mais en étant moins violentes. La plupart, pendant que les hommes faisaient la guerre, c'est-à-dire la guerre de 14, la guerre de 40, pendant ce temps, les femmes ont tout fait marcher. Tout, toute la société, les hôpitaux, l'éducation, les enfants, la vie quotidienne, l'art, tout tout était géré par les femmes, pendant que les hommes n'étaient consacrés que à la violence guerrière. Et à ce moment-là, les femmes, surtout après, ça a commencé pendant la guerre de 14, mais c'était très net pendant la guerre de 40, où j'ai connu des hommes qui partaient 3 ans au service militaire, ils avaient 17, 18 ans, ils sont rentrés chez eux et 3 mois après, il y a eu la mobilisation générale, ils ont été faits prisonniers. Ces hommes, pendant 7 ans, n'ont rien appris, Mm. sauf à marcher au pas et tuer le temps. Et pendant ces 7 années, les femmes ont tout fait marcher. Les fermes, la société, l'usine, les administrations. En 45, c'était difficile de leur dire retourne dans ta cuisine, même si votre cuisine est très belle. C'était très difficile de dire retourne dans ta cuisine et nous, on va. D'autant que les métiers ont commencé à changer. Oui. Jusqu'aux années 60, c'est le corps qui faisait du social, le ventre des femmes et les bras des hommes. Mm. Ventre des femmes pour mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, et le bras des hommes pour faire la guerre ou pour travailler au fond des mines. Ce que je viens de dire est aujourd'hui totalement faux. Aujourd'hui, ce qui fait du social, c'est l'intelligence, le diplôme et l'art de la parole, où les femmes sont excellentes. Donc, D'accord. on ne se socialise plus par la violence et par la force physique, ou par le ventre, ou par le sexe, on se socialise par le diplôme, par l'art de la relation, où les femmes font d'excellentes performances, ce qui risque de poser des problèmes pour la génération suivante. D'accord. Alors, si je reviens à l'ordre établi, comment intervient le besoin de sécurité s'il intervient justement dans le respect de l'ordre établi, selon vous? Ben, le besoin de sécurité commence dès notre naissance. Un bébé seul hurle de peur, de désespoir. Il a besoin d'une figure d'attachement, d'une familiarité pour être sécurisé. Cette figure d'attachement, statistiquement, c'est sa mère. Si c'est pas sa mère, c'est une autre figure d'attachement, un substitut, une autre femme, ça peut être un homme, ça peut être une institution qui fait bien son travail. Sans cette figure de sécurité, on affirme très clairement aujourd'hui qu'un bébé insécurisé a des altérations cérébrales qu'on photographie en neuroimagerie sans difficulté. On les photographie même au scanner de ville. Alors c'est moins précis qu'une neuroimagerie, mais on voit déjà que le cerveau est atrophié quand un bébé est isolé sensoriellement et que ce bébé appelle au secours en pleurant. Si personne ne vient à son secours, il arrête de pleurer parce qu'il a appris la mélancolie. Je suis seul au monde, personne ne vient me secourir quand je suis désespéré. Et la mort psychique avant la mort physique. Or, donc, on commence tous notre vie par un besoin de sécurité, et ce paradoxe de la condition du vivant, beaucoup de mammifères sont comme ça, et on est des mammifères, hein. Bien sûr. On a tous été des mammifères aquatiques pendant 9 mois, et on a tous été nourris par le sein de notre mère. C'est-à-dire que on est des mammifères, on est des mammifères humains où la parole est notre intelligence humaine et la technologie, qui est une forme extrême d'intelligence, joue un rôle majeur. Or, on voit maintenant que la société a complètement changé. On combat je mets des guillemets à à ce que je m'apprête à dire, on combat la violence, mais on voit qu'il y a 56 guerres actuellement sur la planète, et il y en a une qui est à 1 heure d'avion de chez nous. Mm. Et on voit d'ailleurs que dans cette guerre, la violence des hommes recommence à être valorisée, et que les femmes sont fières que leur mari ou leur fiancé défendent leur pays. Et alors, quel lien faites-vous avec le respect de l'ordre établi, justement? Parce s'il y a un ordre établi, on est sécurisé. Oui, On sait ce qu'il faut faire, on a un code comportemental, on c'est nous ça. dit le chef religieux, le chef idéologique, la mère nous dit ce qu'il faut faire pour ne pas être en danger.
C'est-à-dire que dans les premières années où les bébés n'ont pas conscience du social ou de l'esprit, c'est la mère qui énonce les dangers. Et c'est la mère qui énonce les premiers interdits préverbaux. Elle fronce les sourcils, ou alors tape dans les mains, et le bébé comprend. Oui. Le bébé comprend, et parfois même, d'ailleurs, il s'entraîne à transgresser. Le nombre de bébés qui, quand ils se mettent, je me rappelle, mon petit-fils mettait la clé dans la clé d'une armoire, et l'armoire était cassée, donc s'il mettait la clé dedans, on ne pouvait plus la sortir. Et ben, il fallait faire un interdit. Et l'interdit, c'est arrête. Voilà, c'est un interdit verbal. Hmm. Il arrêtait, pas toujours. Déjà, il nous regardait d'un souriant, puis il faisait semblant de remettre la clé. Donc déjà, il y avait déjà le problème philosophique. Je me soumets, j'obéis pour être protégé parce que maman me protège, je suis sécurisé quand elle est là, mais de temps en temps, je transgresse l'interdit pour voir jusqu'à où je peux avoir un degré de liberté. Oui, d'accord. Et y a-t-il d'autres facteurs qui invitent peut-être inconsciemment d'ailleurs finalement à se mouler dans l'ordre établi? Je pense au conformisme, mais ça peut être d'autres choses. Voilà. Quels sont les facteurs finalement qui nous poussent vers ça? Alors, si vous respectez le même interdit, et là je vais employer le mot soumettre, si vous vous soumettez au même chef, religieux, idéologique, d'un service hospitalier, d'une institution, vous n'avez que des amis. Hmm. Vous pensez comme tout le monde, vous vous habillez comme tout le monde, vous répétez comme tout le monde, vous avez les mêmes valeurs que tout le monde. Vous fabriquez la soumission, fabrique du social. Donc là, et si vous voulez penser par vous-même, ben, vous risquez vous trouver en situation de transgresseur. On le voit, par exemple, dans les démarches idéologiques, quand quelqu'un critique, il perd tous ses amis. Eh oui. Ça m'est arrivé quand j'étais adolescent, où après la guerre, 40% des Français étaient communistes, ils avaient été poussés dans les bras du communisme par l'opposition au nazisme. Donc j'ai été attiré par cette culture populaire, cette utopie populaire, et j'ai été envoyé en Roumanie. J'avais 16 ans, peut-être même moins, et ce que j'ai vu en Roumanie, ce qu'on m'a expliqué ne correspondait pas du tout à l'utopie merveilleuse qu'on me racontait. Et quand je m'en suis étonné auprès de mes copains, j'ai perdu tous mes amis, qui eux voulaient garder le bénéfice de la soumission, de la récitation. Et c'était beau, c'était une belle culture populaire. On allait au théâtre, on allait faire de grimper dans les montagnes. Je regrette pas, c'était une belle culture populaire. Et en doutant, en posant des questions qui n'étaient même pas agressives, qui étaient étonnées, en posant des questions, je me suis désolidarisé du groupe et je me suis retrouvé ce qui est l'équivalent d'une agression psychologique. Je perdais tous mes copains. Et donc le conformisme peut servir justement le sentiment d'appartenance. Exactement. Le mot important, c'est le sentiment d'appartenance. C'est un excellent tranquillisant. On se sent fort, on se sent heureux. Et regardez dans les foules l'euphorie qu'il y a dans les phénomènes de foule. Eh oui. Les gens chantent en même temps, il faut chanter, il faut faire le pitre, il faut répéter les mêmes mots, tous en même temps. Il y a même un slogan qui illustre votre question, c'est tous ensemble, tous ensemble. Il n'y a aucune idée, aucune revendication, c'est le plaisir d'être ensemble. Or, ce plaisir d'être ensemble, c'est le sentiment d'appartenance qui est important. Je m'identifie quand j'ai un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, il est presque biologique. On voit que les oiseaux se déplacent en vol, les chiens marchent en meute, les poissons se déplacent en banc, et nous, on se déplace en groupe humain. Un homme, une femme séparé de son groupe arrête sa vie psychique. Si je suis seul, sans relation sociale, j'ai rien à mettre en mémoire. Je ne sais pas qui je suis. Je peux rien apprendre. Ma vie n'a plus de sens. J'ai besoin des autres pour devenir moi-même. Alors ça, c'est paradoxal et ça explique ma première phrase. Les deux dangers, c'est l'obéissance et la désobéissance.
Alors, ça veut dire aussi que maintenant, on a des explications biologiques de ce que je viens de vous proposer. C'est que lorsqu'on voit quelqu'un faire un geste, notre cerveau nous prépare à faire le même geste. Mm. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est si vous voyez quelqu'un vomir, vous avez envie vous-même de vomir. Et on voit qu'il y a une zone cérébrale qui déclenche le vomissement. Si vous voyez quelqu'un vomir, la zone cérébrale qui déclenche physiquement, réellement votre envie de vomir, passe au rouge. Ça veut dire qu'elle est stimulée. Voir quelqu'un vomir stimule votre centre du vomissement. C'est l'autre qui est malade et c'est vous qui avez envie de vomir. Donc ça veut dire qu'on fonctionne biologiquement, on fonctionne ensemble, et le sentiment d'appartenance est délicieux, il est euphorisant, il est galvanisant, et parfois il entraîne des groupes dans des crimes sans aucune conscience du crime. Ouais. Et puis à l'inverse, il y a certaines personnes qui semblent plus aptes à questionner finalement l'ordre en place. Comment cela s'explique-t-il? Alors, ces gens-là, maintenant, on sait évaluer l'attachement. On sait que dans une population d'un pays en paix, 70% des enfants acquièrent ce qu'on appelle un attachement sécure. 70% seulement. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah Dans oui. un pays en guerre, c'est 30 à 40%. Ouais. Dans des sociétés en précarité sociale, c'est 40 à 50%. Dans un pays en paix et riche, c'est 70%. C'est beaucoup. C'est 2 enfants sur 3. Alors effectivement, un enfant sur 3 n'acquiert pas l'attachement sécu, c'est beaucoup aussi. Un enfant sur 3, c'est-à-dire que l'attachement sécure, c'est moi, enfant, je me sens à l'aise avec vous parce que j'ai confiance en moi, parce que mon foyer, ma mère, mon père, celui que de mon temps on appelait père, maintenant on l'appelle je ne sais plus comment, c'est le foyer parental qui peut être composé d'un homme, d'une femme, qui peut être composé de 2 femmes, même non homosexuelles. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui élèvent leurs enfants avec leur propre mère, c'est-à-dire que c'est la grand-mère qui fait la fonction du père, ou bien des femmes homosexuelles maintenant ont le droit de se marier, c'est la deuxième femme qui fait la... Ouf, là, c'est pas simple tout ça. Structure de parenté, là, elle devient difficile. Et ces enfants-là, ils sont à l'aise avec eux-mêmes, donc ils sont à l'aise en relation avec les autres. Alors, tu crois que c'est comme ça? Ben, moi, je pense autrement. Et ils le disent sans agressivité. Ah ben, ils restent eux-mêmes quand leur environnement leur pose une question qui les étonne. Ils se soumettent pas, ils n'ont pas d'agressivité, ils restent eux-mêmes. Et ils disent, mais tu crois que c'est vraiment comme ça? Ah ben, moi, je pensais autrement, explique-moi. Et alors là, ils engagent un débat qu'on pourrait appeler démocratique ou éducatif. Hmm. Et 30% des enfants dans un pays en paix, mais c'est beaucoup plus dans les pays en guerre ou dans les pays en précarité sociale, 30% des enfants apprennent une autre forme d'attachement. Quand il y a un problème, ils évitent. Alors ils se mettent contre le mur, ils soutiennent pas le regard, ils évitent le débat, donc ils brisent le lien. Ils restent eux-mêmes, mais en brisant le lien, en cessant de s'attacher. Et puis, il y en a 15% qui deviennent ambivalents. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime bien. Donc, je vais te dire que je t'aime bien, mais je vais t'agresser physiquement ou verbalement parce que je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord. Je t'aime bien, mais on va se disputer. Et 5% des enfants acquièrent un attachement confus. Et là, c'est pratiquement pathologique, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont du mal à démarrer dans la vie, même si les parents sont adorables et même si les parents font bien leur boulot de parents, quelque chose se met mal en place dans l'enfant qui fait qu'il a du mal à démarrer dans la vie. C'est 5% dans un pays en paix, c'est 25 à 30% dans un pays en guerre. Donc on voit comment la culture sculpte, façonne étonnamment tôt notre manière d'aimer. D'aimer, donc, pour répondre à votre question tout à l'heure sur la soumission des femmes, les femmes apprenaient à aimer, alors de manière adaptée à une culture où la violence était une valeur créatrice, la force physique des hommes était une fonction sociale. On faisait du social avec son corps. Les hommes, les petits garçons descendaient à la mine à l'âge de 12 ans. Hmm. Et il y avait des boyaux
Et trois, moi, j'ai accompagné des hommes de 45-50 ans qui mouraient de silicose parce qu'ils étaient descendus à la mine à l'âge de 12 ans. Si c'est pas une violence extrême, ça. Bien sûr. Et, et on apprenait aux garçons à ne pas se plaindre, les filles se plaignent, mais pas un homme. Donc, en échange de ça, les hommes se soumettaient à un énoncé social qui les héroïsait. Oui. C'est un piège. L'héroïsation des hommes était un piège, puisque ça les entraînait à faire la guerre, à se faire tuer ou mutiler, sans dire un mot, sans se plaindre. C'est-à-dire, c'était une soumission extrême. L'héroïsation des hommes est une forme de soumission, alors que les femmes s'adaptaient, comme je vous le proposais tout à l'heure, elles s'adaptaient à la culture. Elles étaient souvent pas malheureuses, hein, parce que le, 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 le- le développement personnel n'avait pas de sens, À l'époque, bien sûr. sauf pour les aristocrates ou les grands prêtres ou les grands bourgeois, c'est-à-dire 4-5% de la population. Pour les autres, il n'y avait pas de développement personnel. Les Mm. femmes devaient mettre au monde des enfants, travailler à la ferme, et les hommes devaient mettre au monde des enfants, faire la guerre, travailler au champ, ou à la mine. Donc il n'y avait pas, c'était une contrainte Oui. pour 95% de la population. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites l'héroïsation des hommes, finalement, cette forme a servi un certain ordre établi à l'époque, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Mm. Et que on voit par exemple dans les dictatures, on héroïse les hommes. Et que beaucoup d'hommes se laissent prendre, ils marchent au pas, ils scandent, ils arrêtent de penser. Parce que Oui. la pensée, comme votre question tout à l'heure, la pensée, l'autonomie de la pensée risque de désolidariser. Donc toutes les dictatures apprennent aux garçons et aux filles à réciter et non pas à penser. Hitler disait, je veux qu'on m'obéisse. Et il y avait des tas de gens, garçons et filles, qui étaient heureux d'obéir. Les hommes, en obéissant, pensaient qu'ils allaient devenir des surhommes, d'ailleurs c'est le mot qu'ils employaient, et les filles, en obéissant, pensaient et en mettant au monde des enfants blonds aux yeux bleus, avec des étalons, c'était même pas leur mari, c'était les étalons blonds aux yeux bleus dans les Lebensborn. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes femmes ont été blondes aux yeux bleus, ont été mises dans des Lebensborn Mm. pour s'accoupler avec des étalons blonds aux yeux bleus de façon à mettre au monde des surhommes blonds aux yeux bleus. Si c'est pas une théorie stupide, ça, Mm. et cette théorie stupide a convaincu des dizaines de millions de gens dans des tas de pays différents, pas seulement en Allemagne, parce que, justement, l'obéissance arrêtait la pensée. Tu Oui. ne peux pas penser par toi-même. Et dans les premiers déportés à Auschwitz, c'était des Allemands qui pensaient par eux-mêmes et qui disaient, mais cette manière de faire fabriquer de la société m'angoisse, je pense que ça n'apportera que du malheur. Puisqu'ils n'étaient pas d'accord, ils n'appartenaient pas au groupe des surhommes et les premiers déportés à Auschwitz ont été des Allemands. Mm. Mm. Et pour revenir juste un tout petit peu en arrière dans ce que vous avez dit, je voudrais souligner qui semble très important, c'est que c'est la sécurité, en tous les cas de ce que je comprends de ce que vous avez dit, la sécurité affective qui a été construite dans l'enfance qui va finalement nous orienter plutôt vers le laboureur ou les mangeurs de vent, hein. Voilà, C'est un élément important. merci de m'avoir compris, c'est exactement la J'en suis ravie. que je voulais proposer dans ce livre, c'est-à-dire que quand quelqu'un a acquis confiance en lui, il ose, elle ose. Là, ce que vous venez de résumer, c'est Hannah Arendt, Oui. et qui a beaucoup inspiré mon livre, hein. C'est-à-dire que elle, ose penser par elle-même. Et Hannah Arendt, pensant par elle-même, ça lui a coûté terriblement cher. Mm. Perdue, elle a été haïe. Cette femme admirable a été haïe par les autres juifs et par son propre mari. C'est-à-dire que euh, elle a été haïe parce qu'elle pensait par elle-même. Et elle disait, c'est un peu les scientifiques aussi, hein, c'est d'accord, on me condamne, la Terre je dois reconnaître que la Terre n'est pas ronde, mais pourtant elle tourne, hein, donc ça veut dire que même les scientifiques ont connu ça, et je peux témoigner que proposer une idée nouvelle dans un milieu scientifique, c'est pas toujours bien reçu. Ouais. Si on veut faire une carrière, on a intérêt à répéter la voix du patron. Tu vois.
On a des postes dans le laboratoire, on a des revues qui nous acceptent, et là, on fait une carrière facile. Et si on pense par soi-même, eh ben, on a des problèmes relationnels. Toujours la question de la pensée dominante, effectivement. Mm. Est-ce que l'ordre établi est pour vous une nécessité pour structurer un groupe, finalement, quel qu'il soit, ce groupe? Alors voilà, ça c'est la question de la socialisation. Il faut accepter une loi, sinon on ne peut pas vivre ensemble, sinon ce sera comme c'est la guerre de tous contre tous. C'est peut-être ce qu'on est en train de voir actuellement. Et si on accepte une loi, ben, on s'ampute d'une part de l'expression de notre personnalité, parce que les lois sont pas toujours bonnes, ou même quand elles sont bonnes, souvent elles ne sont bonnes que momentanément, puisque C'est le ça qui milieu. est important, ouais. Et oui. Donc ça nous contraint à un mot, évolution. Ouais. Et beaucoup de gens aiment les idées nouvelles, ça les oblige à lire, à voyager, à rencontrer, à douter d'eux-mêmes. Il y a des gens qui aiment beaucoup les idées nouvelles parce que ça les invite à l'exploration. Et il y a beaucoup de gens, au contraire, qui ont peur des idées nouvelles. Ben alors quoi, accordez vos violons, dites-moi ce qu'il faut croire. C'est une phrase que j'ai souvent entendue, ça, hein, même dans le milieu universitaire. Dites-moi ce qu'il faut croire. Eh ben non. Euh, et dans ce cas-là, la démocratie, j'ai failli employer l'imparfait, apporter une stabilité momentanée, et si vous n'étiez pas contente ou heureuse, et si la loi s'avérait maladroite ou non adaptée, il fallait changer de patron pour les 5 ans, 6 ans, 7 ans suivants. Et, Se passer. et non, c'est pas fait. Et pourquoi se passer? Il fallait, puisqu'on est encore, le système continue en fait Ben, de cette façon. eh ben, je me demande. Ah, Me demande, c'est-à-dire que je pense que le développement personnel a pris une telle, alors que c'était un progrès, les femmes en ont été les principales bénéficiaires, ou, comme je vous le proposais tout à l'heure, elles ont pris conscience de leurs valeurs, elles ont pris conscience qu'elles pouvaient faire marcher une société, donc ça devenait une injustice énorme de ne pas leur donner de droits, et puis même de les priver d'accès à certains travails. Donc c'était une injustice énorme. Or, maintenant, donc, le développement personnel était une valeur de notre société. Il fallait que les hommes, les femmes s'épanouissent et que la société organise autour d'eux des circuits qui permettaient l'épanouissement. Or, actuellement, chacun a son épanouissement personnel et on voit que ça désolidarise le groupe et que les groupes sont de plus en plus, ça désolidarise les familles. On voit que maintenant le divorce qui était parfois nécessaire parce que les hommes souffraient tellement qu'ils buvaient et devenaient violents, et que les femmes ne pouvaient pas se séparer d'un homme alcoolique et violent, ce qui était une injustice encore une fois, et un immense malheur pour elles et pour les enfants et pour l'homme. C'est un malheur pour tout le monde. Donc le développement personnel, dans un premier temps, a été une valeur, un épanouissement personnel qui a permis la loi et on voit apparemment qu'il y a tellement de développement personnel qui sont une priorité tellement grande que plus personne ne veut tenir compte des besoins des autres qui sont peut-être différents des nôtres. Et on voit que maintenant, on est en train de mettre en place une sorte de chaos, la guerre de tous contre tous. Si on augmente un peu le prix de l'essence, eh bien, ça provoque des blocages sur les routes, ça provoque des blocages de raffinerie, c'est-à-dire j'empêche les autres de travailler pour économiser quelques euros. Donc, ça devient maintenant, on n'accepte plus d'amputer, on n'accepte plus de s'amputer d'une partie de notre liberté. Ce qui désorganise les groupes et ce qui désorganise les familles, puisqu'on pense maintenant qu'un jeune qui rentre dans l'aventure humaine aujourd'hui fera 4 ou 5 couples dans sa vie et aura 4 ou 5 métiers différents. Où seront les structures de parenté? et oui. Et ça pose vraiment la question de où est la frontière du questionnement qui reste acceptable effectivement pour continuer à faire société. Voilà, ce qui était acceptable, c'était que le contrat était momentané. Oui. Si on est malheureux avec ceux qui nous gouvernent, eh bien, on s'arrangera pour qu'ils ne soient pas réélus et on va rêver qu'un autre gouvernement va nous rendre heureux. Mais ça fait rien. On a besoin. Les utopies sont criminelles et pourtant on en a besoin.
Oui. Hmm. On a besoin de rêves, on a besoin. L'utopie communiste était belle, la réalité communiste était un crime et une entrave de développement des personnalités, mais j'allais dire sur le papier, l'utopie était belle, alors que l'utopie nazie était criminelle, c'était clairement écrit. Oui, 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 effectivement. Oui. Alors, l'histoire est faite de dépassements finalement d'ordre établi qui semblait pourtant immuable. Qu'est-ce qui permet la bascule à un moment donné, selon vous? Alors, votre question, c'est la question de l'évolution. Quand Darwin a proposé des raisonnements évolutifs au milieu du 19e siècle, c'est lui qui a été agressé. Il y a des gens qui ont dit, mais non, tout évolue, les animaux évoluent, les plantes évoluent, le climat évolue, donc nos mœurs et nos lois sociales doivent évoluer. Darwin a été terriblement agressé. Hmm. Euh, Et il l'est encore, hein, il y a encore, aux États-Unis, le mot évolution est interdit. Il y a chez certains musulmans au Proche-Orient, le mot évolution n'est pas écrit et on ne doit pas en parler dans les écoles. Donc cette manière de réfléchir, votre question est blasphématoire. Dans certaines cultures, vous risquez votre vie. Alors, Ouf, eh ben oui, ça, ça restera entre nous, hein. j'exagère un peu, mais il y a un peu de vérité. Donc aujourd'hui, le mot évolution est accepté par la majorité des scientifiques, mais pas par tout le monde. Et si on n'évolue pas, on se pétrifie. Et le contexte, lui, évolue. Le climat évolue. Le simple fait que les inventions technologiques modifient notre manière de vivre ensemble, les inventions technologiques, même bébêtes, modifient la manière dont on se pense, dont on se représente. Les Mongols sont arrivés jusqu'à Vienne parce qu'ils avaient inventé l'étrier. Et ces petits bonshommes tenaient sur dont la fonction n'était que de faire la guerre. Les femmes faisaient tout le reste, les choses secondaires. Les enfants, la société, le bien-être, l'art, elles faisaient tout. Et Secondaire. voilà. Ben oui, c'était le second sexe. C'était, et les hommes ne faisaient que les choses prioritaires, la guerre. Et un Mongol a inventé l'étrier, et ces petits bonshommes renversaient les Teutons, 10 fois plus gros qu'eux, parce que les Teutons tenaient, les gros Allemands, si vous voulez, pour faire un schéma de pensée, avaient du mal à tenir sur leurs chevaux, il suffisait de les bousculer un petit peu, ils tombaient, et ils avaient du mal à se relever, et les petits Mongols les égorgeaient sans difficulté. Et c'est comme ça qu'ils sont délicatement arrivés jusqu'à Vienne. Donc, parce que la guerre structurait les sociétés, toutes les frontières, ou pratiquement toutes les frontières, sont le résultat de guerres. Hmm. S'il y a une cartographie des religions, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. Si on parle français en France, c'est parce qu'on a interdit la langue bretonne, la langue basque, et que ça a coûté terriblement cher aux Vendéens. Il y a eu pratiquement un génocide en Vendée. Donc ça veut dire que c'est une immense violence qui a fait les frontières, qui a fait le catholicisme ou d'autres religions. L'islam, c'est fait par la guerre, c'est fait par la conquête, et c'est l'immense violence. Donc je pense que là maintenant, on essaye de mettre au point une nouvelle manière d'évoluer. On ne peut pas ne pas évoluer. Si on n'évolue pas, notre société se pétrifie alors que le contexte change et elle n'est plus adaptée au contexte, donc elle va s'effondrer à la première pichenette. On voit ça pour les théories scientifiques. Hmm. La théorie scientifique est cohérente, et puis il y a d'autres découvertes, et puis il y a d'autres valeurs. Et puis si on n'évolue pas, eh ben, la théorie scientifique disparaît en une génération. Donc c'est pareil pour les sociétés. Si on n'évolue pas, comme par exemple le Japon, pendant très longtemps, était étonnamment pétrifié par des rituels, ou alors là, les femmes en prenaient un méchant coup, mais les hommes aussi en prenaient un méchant coup. Les femmes encore plus, mais les hommes devaient se soumettre, ramper devant et cette société, complètement désadaptée du monde moderne, s'est écroulée.
pendant la Seconde Intéressant. Guerre mondiale. Très intéressant. Et alors, est-ce que vous-même, vous repérez des ordres établis qui figent actuellement notre société française et justement qui pourraient faire qu'elle ne soit plus adaptée au Alors, contexte la actuel? certitude est un moyen de figer la pensée, donc les décisions éducatives, politiques. Et l'incertitude, le doute, c'est passionnant, c'est amusant, mais ça oblige à lire, à voyager, à se remettre en question. Alors, zut, je croyais avoir raison, mais vous m'avez fait comprendre que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Dans les groupes de travail, dans les groupes de recherche que j'ai managés, jusqu'à maintenant, il n'y avait que des gens qui aimaient, qui acceptaient de se décentrer d'eux-mêmes. J'ai provoqué, pendant les années de ma formation, il y avait des conflits stupides entre la psychanalyse et la biologie. La biologie explique tout, mais non, c'est la psychanalyse qui explique tout. Et maintenant, les jeunes disent la biologie explique un peu, mais pas tout. La psychanalyse convient à certains, mais pas à tout le monde. Et là, ils ont une attitude évolutive. C'est rassurant. L'attitude, la biologie explique tout, était déjà une attitude totalitaire. La psychanalyse explique tout, c'était aussi une attitude totalitaire. Les jeunes sont beaucoup plus souples et acceptent de changer d'idée. Et dans mes groupes, je me rappelle, j'avais invité un biologiste que j'admirais beaucoup, et je l'avais invité en même temps qu'un psychanalyste que j'admirais beaucoup. Je me suis dit, ils vont s'égorger. Eh bien, pas du tout. Ils sont tombés amis. Chacun a fait découvrir quelque chose à l'autre. Ils partent en vacances ensemble, ce qui est un signe de grande amitié. C'est très encourageant. Alors, on approche de la fin de cet épisode. Pour terminer, quels conseils donneriez-vous pour que les enfants devenus adultes élaborent une pensée libre? Quel conseil je donnerais? Aux jeunes parents, notamment, pour que les enfants, une fois qu'ils seront devenus adultes, élaborent une pensée libre. Alors, le conseil que je donne, c'est n'écoutez jamais les conseils. C'est-à-dire que le seul moyen, c'est de penser par soi-même. Je pense que ce que vous me dites m'intéresse et je vais chercher à m'étonner. Finalement, non, j'accepte momentanément de me laisser convaincre. Mais je vais aller dans un pays où il y a d'autres valeurs, une autre culture. Ça me décentre de ma routine et je vais vous en parler. Donc, on va mettre en place des lieux de parole, des lieux de lecture, le cinéma, le roman, les essais philosophiques, politiques, psychologiques jouent un grand rôle dans ce débat à condition qu'ils acceptent d'évoluer. Et je pense que à l'école, il faudrait apprendre aux enfants, tu es chrétien, tu as bien raison, c'est une belle culture qui a produit des œuvres d'art magnifiques. Les chrétiens ont embelli les campagnes avec les chapelles et embelli les villes avec des cathédrales. Ils ont fait des cristaux. C'est le peuple de l'image. Ils ont embelli la culture avec leurs images, mais par ailleurs, en même temps, il y a eu l'Inquisition, la colonisation et une hiérarchie sociale qu'ils ont fortement défendue. Donc, merci les chrétiens pour avoir embelli la campagne et pour avoir apporté une grande amélioration de la vie humaine, et pas merci pour l'Inquisition et pour la colonisation. Et je dirais la même chose aux musulmans. Bien sûr, oui. Je leur dirais, tu as bien raison d'être musulman, c'est ta famille, c'est ta sécurité, tes origines, tes valeurs, reste musulman, puisque tu aimes des musulmans, donc reste musulman, mais il faut que tu saches que d'autres religions existent qui sont aussi respectables que la tienne. Tu es français, tu as bien raison d'être français. Mes parents m'ont fait naître en France, merci mes parents. Donc, c'est un pays magnifique, avec géographiquement, culturellement, c'est magnifique, mais il y a d'autres pays qui sont très beaux aussi. Donc, je prendrai dans d'autres pays d'autres valeurs et d'autres critiques en même temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le chiffre 1 est totalitaire. Ouais. Le chiffre 2, c'est le premier pas vers la démocratie. Et la pluralité. Voilà. Ok, ouais, magnifique. Bon, bah, écoutez, mille merci Boris Cyrulnik pour cet éclairage fondamental sur notre rapport à l'ordre et à la pensée dominante, élément déterminant de notre manière de nous engager dans le monde. Merci aussi pour vos explications sur la relativité de nos certitudes. On en a bien besoin. J'aimerais conclure d'ailleurs par une dernière citation extraite de votre livre et qui pourrait être le credo de ce podcast. Le doute n'est pas une mollesse,
intellectuelle. Alors cette phrase, je l'ai trouvée absolument remarquable. Vraiment un très grand merci. Est-ce que d'autres livres sont en préparation? Oui, je suis en train de corriger les dernières pages du futur livre. Ah, ah. Vous pouvez nous en dire un petit mot ou c'est trop tôt? Alors, si je vous dis ce que c'est, je vais me faire assassiner par mon éditrice préférée, Ok, ben, je comprends. car de l'exclusivité. Donc, je On vous en patientera. parlerai avec plaisir en septembre. Très bien. Bah, écoutez, on patientera jusque-là. En tous les cas, un très très grand merci pour cette interview et pour ces éclairages passionnants. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bali et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.